Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt. Un président qui prône l'apaisement, qui esquisse un geste pour la pénibilité. Pas de changement de cap en revanche sur la réforme des retraites. Des aménagements possibles, décryptage dans un instant. Des vœux aux Français qui n'ont pas convaincu cependant les syndicats, alors qu'entre aussi en vigueur aujourd'hui la réforme du statut à la SNCF. 24 heures après sa fuite du Japon, Carlos Ghosn, toujours invisible au Liban et toujours pas d'explication pour ses nouveaux voisins sur les dessous de cette évasion. On était surpris de savoir qu'il est là au Liban. C'est comme un film de James Bond. Comment il est sorti du Japon? Dans ce journal également, la belle initiative du Réveillon près de Strasbourg pour permettre à tout le monde de rentrer sain et sauf de sa soirée. Les bonnes résolutions, tiens, ici on commençait, Pierre, par un mois sans alcool ou par une virée sur la plage pour éliminer tous nos excès. Nous, on se ressource comme ça. Face à la mer, commencer une nouvelle année. Après, on ne sait pas comment ce sera en 2020, mais bon. On aura bien profité. 7h01, bon réveil et bonne année à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Votre journal Pierre Devinot, Théo Manval. Si certains espéraient encore un hypothétique recul du président de la République sur la réforme des retraites, il démarre l'année déçu. Emmanuel Macron a affiché hier soir lors de ses vœux sa détermination à mener à terme cette réforme. Je mesure, dit le chef de l'État, combien les décisions prises peuvent susciter des craintes, mais il ne faut pas pour autant renoncer à changer le pays. Aucune mention de l'âge pivot dans son allocution, mais une porte ouverte quand même, vous l'avez entendu, à un compromis sur la pénibilité. Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt, sans que pour autant cela soit lié à un statut ou à une entreprise. Un projet de justice et de progrès social enfin, parce qu'il repose sur un principe de responsabilité. Il s'agit de garantir l'équilibre du système par répartition qui est le nôtre, depuis le Conseil national de la résistance, et donc sa solidité à travers le temps. Emmanuel Macron hier soir lors de ses vœux aux Français. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Meilleurs vœux à vous mon cher Mickaël. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Pas de changement donc de cap sur la réforme, mais un message quand même aux syndicats réformistes. Effectivement, si le calendrier de la réforme ne change pas pour le président, le 1er janvier, c'est la Saint compromis. Et la voie est tout indiquée aux syndicats réformistes avec cette ouverture sur la pénibilité selon les tâches effectuées. Il s'agit bien de prendre en compte des métiers particuliers. On passe donc des régimes spéciaux à des statuts spécifiques. C'est la partie des vœux directement adressée à la CFDT, et en déclinant son propos en parlant 3 fois de justice et de progrès social, eh bien, ce sont les mots sans cesse répétés par Laurent Berger, qui a repris donc le chef de l'État. Le chef de l'État et le chef du gouvernement mettent donc un projet de compromis sur la table. Nul doute que les dirigeants de la CFDT ont eu la primeur de cette proposition. D'ailleurs, on entend seulement depuis hier soir uniquement la réaction des syndicats opposés à la réforme, en particulier la CGT, qui est en pleine offensive médiatique. Du côté de la CFDT, pour l'instant, pas un mot. Et par ce silence, la CFDT veut aussi signifier qu'elle se démarque de la centrale de Montreuil. Et si Édouard Philippe reste à la barre des négociations, c'est bien Emmanuel Macron qui doit montrer qu'il peut rassembler autour de sa politique. La foudre de Jupiter s'est transformée en travaux d'Hercule. Un décryptage signé Mickaël Darmon. Merci beaucoup Mickaël. L'opposition, comme les autres syndicats, vous le disiez à l'instant, n'ont en tout cas pas été convaincus. C'est une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent cette réforme, réagit sur Twitter Jean-Luc Mélenchon. On attend de voir ce que donnera vraiment cette volonté de compromis, prévient pour sa part Laurent Escure, secrétaire général du syndicat UNSA. J'ai pas été surpris par son intervention. Il montre à la fois sa détermination et il a parlé d'apaisement. J'ai compris qu'il disait aussi qu'il fallait respecter les désaccords. Et je pense qu'on en a un, notamment sur la mesure punitive financière qui tourne autour de l'âge pivot. Le Premier ministre avait dit qu'il y aurait des discussions à partir du 7 janvier sur cette question-là. J'espère que l'appel du président à un compromis sera un compromis qui ira dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'intérêt des salariés. On verra ce qui se passera dans la semaine de la rentrée du 7 janvier avec les premières réunions. Si la question de l'équilibre est une mesure punitive et financière, oui, il y aura des actions. À la poursuite de la grève à attendre dans le ferroviaire, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, avec Jean-Gabriel Bourgeois. Ouais, et il y a ceux qui croient au compromis, d'autres pas. Le secrétaire
secrétaire général de la CGT cheminot. Laurent Brun sera avec nous tout à l'heure dans ce studio à 8h15. Et ce 1er janvier, Théo, marque justement aussi l'entrée en vigueur de la réforme du statut de la SNCF. Ouais, autre bataille sociale qui avait agité le printemps 2018 et qui ressurgit en ce jour de l'an. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Théo, bonne année à tous. Bonne année à vous, directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage comme chaque matin. Cette fois-ci donc, ça y est, la SNCF bascule dans un nouveau monde avec la concurrence et la fin du statut. Oui, la SNCF devient aujourd'hui une société anonyme à capitaux publics. Alors on en attend une gestion plus stricte de ses finances. Une grande partie de la dette, 35 milliards d'euros sur près de 60 milliards, sera reprise par l'État. C'est un effort considérable de la part du contribuable, il faut le rappeler. Et puis autre grand changement qui est une révolution, les embauches de cheminots au statut, c'est fini. Et puis la SNCF va réellement être confrontée à la concurrence sur les lignes régionales. Ça commencera l'an prochain dans la région sud et sur les lignes TGV où les compagnies de chemin de fer allemandes, italiennes, espagnoles, etc. auront la possibilité de faire circuler leurs propres trains sur le réseau français. Donc en fait, c'est le plus gros changement depuis la création de la SNCF il y a plus de 80 ans. Exactement, et c'est la raison pour laquelle le contexte social est si compliqué aujourd'hui. Les cheminots en grève protestent contre la réforme des retraites, évidemment, mais en même temps, ils n'ont toujours pas digéré cette profonde réforme de la SNCF, votée par le Parlement. Les deux sujets se télescopent. Un nouveau pacte social doit être négocié avec les syndicats de la SNCF pour organiser les relations sociales dans la SNCF nouvelle manière, mais cette négociation est polluée par le dossier des retraites. Cette nouvelle SNCF voit donc le jour dans les pires conditions, des relations sociales tendu, une image dégradée et, c'est nouveau, des concurrents qui se frottent les mains. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. La SNCF où la grève se poursuit en ce jour de l'an. Comptez 1 TGV sur 3 ce mercredi, ce sera 1 sur 2 demain, 4 TER sur 10 aujourd'hui et puis 1 Transilien sur 5. Et puis il y a quand même des choses qui changent en ce 1er janvier et notamment des bonnes nouvelles sur vos fiches de paie. Oui, traditionnelle revalorisation du SMIC qui passe à 1 219 € net. C'est une hausse de 15 € par mois. À venir aussi la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. En cette année 2020, 80% des foyers seront aussi exonérés totalement de la taxe d'habitation. Et puis au volet environnemental, fini les cotons-tiges en plastique et les verres ou les assiettes jetables dans vos magasins. 7h07, votre journal continue avec Théo Manval et Pierre de Villeneuve. Vous vous réveillez peut-être d'une trop courte nuit. On espère en tout cas que vous avez bien fêté ce passage à la nouvelle année. Dans le Bas-Rhin, certains se sont dévoués pour vous ramener chez vous en toute sécurité. Oui, on vous l'a assez dit, quand on boit, y compris pour le réveillon, on ne conduit pas. Alors pour s'assurer que tout le monde retrouve son lit sain et sauf après 12 coups de minuit bien arrosés, l'association des Saint-Bernard du Bas-Rhin a mis en place, comme chaque année, son service d'appel pour vous ramener chez vous dans votre propre voiture. Ce sont donc des binômes de bénévoles avec lesquels Charlotte Béchler a passé la soirée. Dans le hall du centre administratif de Strasbourg, le standard explose. Depuis 23 heures, des centaines d'appels. Au bout du fil, des fêtards éméchés ou simplement trop fatigués pour prendre le volant. Joël est sur le pont, gilet jaune sur le dos, clé de voiture à la main. C'est la première fois qu'il est bénévole pour les Saint-Bernard. Moi, je suis retraité, alors je me suis dit, je vais donner de mon temps. J'ai tout le temps de faire la fête toute l'année. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pour Valérie, son binôme d'équipe, ramener les gens chez soi, c'est aussi une façon de se sociabiliser. En étant licencié, on n'a plus du tout de vie et de contact avec les gens. Et comme je ne fête pas Nouvel An, donc j'ai décidé que plutôt que d'être seule avec mon livre, j'allais faire partie d'une grande aventure. Une grande aventure qui s'échelonne sur 30 km autour de Strasbourg. À la deuxième course, il y a Roxane. À 4h du matin, elle avait besoin d'un chauffeur pour rentrer chez elle avec 2 de ses amis. L'année dernière, Nouvel An, le taxi était très long, très long, et a triplé ses chiffres. Et c'est là qu'on a compris que Nouvel An, on tente. Donc là, cette année, j'ai dit on essaye, on verra bien, c'est trop pratique. Surtout pratique de se faire ramener chez soi dans sa propre voiture. Et en plus de ça, c'est gratuit. Strasbourg, Charlotte Béchler, Europe 1. Et la nuit a par ailleurs été agitée près de Strasbourg avec plus de voitures incendiées que l'an passé, selon la police du Bas-Rhin qui ne donne aucun chiffre. Plusieurs fonctionnaires blessés, des pompiers et policiers visés par des tirs de feux d'artifice. Alors après une nuit d'excès, vous serez nombreux à prendre peut-être des bonnes résolutions dès aujourd'hui. C'est pas toujours facile de les tenir. Non. Et certains, il dit non. Certains commencent ce matin par le mois de janvier sans alcool. Oui, initiative abandonnée par le gouvernement. Vous vous en souvenez peut-être il y a quelques semaines, mais qu'un collectif d'associations a décidé de faire vivre quand même. Pas une goutte d'alcool donc pendant 1 mois. C'est ce que va entamer David. Il a 40 ans et figurez-vous qu'il le fait même chaque année depuis 4 ans maintenant.
Ce qui peut être plus dur, moi je trouve que c'est la volonté en fait qu'il faut avoir, parce que si vous êtes invité, là on vous dit tiens, un petit verre de vin blanc. Si là, vous n'êtes pas capable de dire non, je ne veux pas mon verre de vin blanc, du coup, ça va être très compliqué pour faire le mois sans alcool. Donc, il faut vraiment dire non, je ne bois pas. L'autre point positif, c'est déjà de se réveiller le matin après un week-end sans avoir bu. On se lève plus tôt, on est plus en forme, on a pas mal à la tête. Le visage, il est moins fatigué et on a tendance à se lever plus tôt et à profiter beaucoup plus de sa journée. Au niveau du sommeil qui est vraiment meilleur, je trouve. Je peux perdre à peu près entre 2 à 3 kilos. Et j'avoue que durant ce mois sans alcool, je fais énormément d'économies. On est quand même une génération où on boit beaucoup plus que nos aînés. On peut vite être entraîné dans cet engouement d'alcool. C'est pour ça que du coup, c'est vraiment très très important de faire ce mois sans alcool. Voilà, David qui entame son mois d'abstinence. Il répondait à Benjamin Lévesque. Et on en parle tout à l'heure à 7h40 avec un addictologue qui sera là avec nous. À l'étranger, c'est l'information de la nuit. Les États-Unis annoncent l'envoi immédiat de 750 soldats supplémentaires au Proche-Orient. Acte de précaution, dit le Pentagone, après l'invasion hier de l'ambassade américaine à Bagdad en Irak par plusieurs milliers d'assaillants que Washington accuse d'être téléguidés par l'Iran. Donald Trump menace Téhéran de lui faire payer, je cite, le prix fort. Mathieu Bock, le déroulé de cette attaque en Irak, donc, en dit long sur l'influence du géant iranien sur son voisin. À aucun moment, les militants pro-iraniens n'ont rencontré de résistance de la part des Irakiens. La route qui mène à l'ambassade américaine est pourtant jalonnée de plusieurs checkpoints, des barrages ultra sécurisés où des militaires fouillent minutieusement chaque passant. Des questions se posent donc sur le degré de complicité des Irakiens. Certains policiers ont bien tenté en vain de contenir la foule, mais trop tard, les centaines de militants étaient déjà aux portes de l'ambassade. Les Irakiens sont très liés aux Iraniens qui ont sauvé Bagdad lorsque Daesh est arrivé aux portes de la ville en 2015. Et même si les manifestations populaires de ces dernières semaines dénonçant la main de l'Iran sur le pays ont fait plusieurs centaines de morts, l'Irak reste sous la coupe de son voisin qui soutient le pouvoir actuel à Bagdad. Une présence qui n'a cessé de s'étendre après la chute de Saddam Hussein en 2003. Mathieu Bock pour Europe 1. Au lendemain de l'annonce de son évasion du Japon, le mystère demeure toujours sur les conditions dans lesquelles Carlos Ghosn a réussi à s'échapper du régime très strict de son assignation à résidence. Le patron déchu de Renault, Nissan, se trouve désormais au Liban, dans le quartier d'Akrafieh à Beyrouth, où il reste très discret, voire invisible. Nicolas Feldman est notre envoyé spécial. C'est la maison rose, elle est là, elle est à 200 mètres d'ici. Et devant cette villa rose, des agents de sécurité, des policiers, des journalistes, mais pas de traces de Carlos Ghosn. Maya habite juste en face. Ils sont pas là, je crois pas qu'ils soient là, parce que la maison est éteinte. On a essayé de regarder, on a vu qu'il n'y avait pas de lumière, et puis bon, ce qui est important, c'est qu'il dorme, qu'il aille voir un avocat, qu'il ait un procès équitable, normal, juste. On est content pour lui de s'être sauvé de cette injustice, de cet état de folie. Oui, mais comment Carlos Ghosn a-t-il réussi à fuir le Japon? Ici aussi, cette question est sur toutes les lèvres. Et Zaina croisait souvent l'ex-homme d'affaires dans le quartier avant son arrestation. On était surpris de savoir qu'il est là au Liban. C'est comme un film de James Bond. Comment il est sorti du Japon? Peut-être il est dans les montagnes, à la neige, qui sait? Il est le bienvenu chez lui, dans son pays. Mais comment ça s'est passé, personne ne le sait. Autant de questions auxquelles Carlos Ghosn pourrait apporter peut-être quelques éléments de réponse dès la semaine prochaine. Prêt, dit-il, à communiquer librement avec les médias. Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Il y a beaucoup de klaxons à Beyrouth. Les bonnes résolutions 2020 façon Corée du Nord. Kim Jong-un annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires. Il promet une action sidérante, je cite, de son pays contre les États-Unis. Le président américain Donald Trump dit toujours croire la parole de Kim Jong-un sur la dénucléarisation. Washington qui assure vouloir, je cite, la paix, pas l'affrontement. 7h13, votre journal se poursuit avec Théo Manval et Pierre de Villeneuve. Allez, on va prendre l'air pour terminer ce journal, mon cher Théo. Quoi de mieux pour démarrer l'année qu'un petit tour à la plage et ses embruns vivifiants. Les vacances de Noël se poursuivent pour bon nombre d'entre vous et les stations balnéaires ont aussi la cote en ce mois de janvier. Lacano sur la côte atlantique par exemple, avec le soleil, les vagues et une eau fraîche juste comme il faut pour se débarrasser d'une éventuelle gueule de bois. Stéphane Place, reportage.
11 petits degrés, l'océan ronfle et dans le bouillonnement d'écume émergent des silhouettes en combinaison. Yann, entraîneur moniteur au Lacano Surf Club. On met des combis plus grosses, on a des chaussons, souvent des gants et la cagoule. C'est des vacanciers qui viennent passer leurs vacances à Lacano et qui veulent surfer. C'est une façon de dire bonjour à 2020, c'est une façon de ne pas louper une bonne session. En fait, c'est surtout ça. Les cheveux encore mouillés, la planche à leurs pieds, ces deux jeunes surfeurs viennent de sortir de l'eau. Avec mes copains, là, on va à l'eau tranquille, on déconne et tout, c'est cool. Les vagues d'hiver, elles sont plus puissantes que celles d'été quand même. Même s'il fait froid, il faut y aller. Premier jour de 2020, vous irez à l'eau ou pas? Si le réveil est tranquille, bon bah oui, mais s'il est un peu chargé, je pense qu'on surfera dans le lit plutôt. Prendre la vague pour 2020 ou tout simplement profiter de l'air marin, ce qu'ont décidé de faire Lucien et Cathy, venus de Toulouse. Nous, on se ressource comme ça. On l'a pris 3 jours là. Face à la mer, commencer une nouvelle année. Après, on ne sait pas comment ce sera 2020, mais bon. On aura bien profité. Des surfeurs, des touristes, Alexandre qui vend ici des gaufres, des crêpes et des glaces est ravi. Il y a vraiment du monde sur Lacano. Surtout les lendemains de fête, on se retrouve avec des gens justement qui ont envie de se balader en famille, puis prendre une petite crêpe, une petite glace, le long du front de mer. Et ce commerçant d'ailleurs travaillera aujourd'hui, convaincu qu'ils seront nombreux à venir admirer l'océan en ce premier jour de la nouvelle année. Lacano, Stéphane Place, Europe 1. Et ça fait envie, il faut en profiter. Bonnes vacances à tous si vous êtes encore en vacances. Merci, c'était le journal de Théo Manval.